Les marchés mondiaux se réveillent enfin à la réalité. L'économie avancée la plus endettée du monde, le Japon, pourrait ne plus être capable de défier la gravité financière. Le fardeau de la dette japonaise, culminant à environ 230% de son PIB, a longtemps été considéré comme une anomalie étrange mais inoffensive, semblant échapper aux règles habituelles de l'économie. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle administration de Tokyo, qui déploie l'une des expansions budgétaires les plus déroutantes de ces dernières années, cette illusion s'estompe, et s'estompe rapidement, laissant les acteurs mondiaux stupéfaits. À peine 6 semaines après son entrée en fonction, la première ministre Sanae Takeuchi a stupéfié les investisseurs avec un plan de relance de 135 milliards de dollars, truffé de cadeaux politiques tels que des bons de riz, des subventions aux combustibles fossiles et des distributions d'argent liquide qui semblent conçues non pas pour stimuler la productivité, mais pour masquer les conséquences inflationnistes de ses propres politiques. La réaction a été immédiate. J'en ai parlé en temps réel sur mon compte Telegram, si cela vous intéresse, mais les rendements des obligations japonaises, qui avaient à peine bougé depuis des décennies, ont bondi violemment. L'obligation d'État à 10 ans a grimpé à 1,9%, frôlant des niveaux jamais vus depuis 1997. Et pour un pays qui a vécu avec des taux ultra bas pendant presque toute une génération, même de petites hausses entraînent des conséquences énormes. Les économistes au Japon affirment que le pays flirte avec une crise à la Liz Truss. Les coûts du service de la dette augmentaient déjà fortement avant que Takeuchi n'ouvre les vannes. Désormais, les avertissements se font chaque jour plus pressants. Tous les signes annoncent un ajustement budgétaire, une crise fiscale à venir. Si le gouvernement refuse de changer de cap, ce qui, soyons honnêtes, est peu probable, le Japon fera face à une perte soudaine de confiance des marchés, déclenchant une vente en cascade des obligations, des actions et du yen lui-même. Cela aura également des conséquences pour l'économie américaine, comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, qui a vraiment bien marché. Je crois qu'elle a maintenant plus de 500 000 vues. Merci à chacun d'entre vous qui l'avez regardé. Et cela aura un impact sur l'économie américaine, comme je l'ai dit dans cette vidéo, parce que le Japon est le plus grand acheteur de la dette américaine et que Washington doit émettre et vendre de la dette pour financer ses opérations. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est donc un jeu très dangereux. Dans une économie du G7 normale avec une banque centrale indépendante, des dépenses massives signifient des taux plus élevés. Et cela entraîne également des afflux de capitaux. Eh bien, au contraire, sous les politiques du Premier ministre Takeuchi, le yen reste bloqué autour de 155 yens pour un dollar, frôlant son niveau le plus faible depuis un demi-siècle. Les investisseurs ne le considèrent plus comme une valeur refuge. Inutile de le dire, le yen se comporte davantage comme une monnaie de marché émergent. Il est très volatile, vulnérable et extrêmement exposé aux pressions extérieures. J'irais même jusqu'à dire que ce changement est clairement un tournant majeur. Pendant 30 ans, chaque fois que le monde semblait risqué, la monnaie japonaise s'envolait. Elle s'en sortait vraiment très bien. Les ménages et les institutions du pays, les plus grands créanciers extérieurs du monde, rapatriaient leurs fonds, faisant grimper le yen. C'est ainsi que les choses se passaient autrefois. Eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse qui se produira. Si les marchés perdent confiance dans la discipline budgétaire et monétaire du Japon, les capitaux fuiront, faisant chuter le yen encore davantage. Au lieu de resserrer la politique, le nouveau Premier ministre japonais a abandonné l'objectif d'un excédent budgétaire primaire et lancé une frénésie de dépenses, mêlant politique industrielle et, selon certains, pur populisme. Certains investissements dans l'IA, les semi-conducteurs et l'informatique quantique pourraient bien finir par porter leurs fruits, bien sûr. Mais de nombreux experts estiment que le reste n'est qu'un gaspillage pur et simple.
et le moment ne pourrait pas être plus mal choisi. Après des décennies de déflation, l'inflation est enfin revenue au Japon, mettant fin à l'ère du financement à taux zéro qui rendait une dette colossale supportable. Pendant 40 ans, les coûts annuels des intérêts sont restés autour de 10 000 milliards de yens, même si la dette atteignait des niveaux records. L'équilibre n'a jamais été rompu. À mesure que les anciennes obligations arrivent à échéance et que de nouvelles sont émises à des rendements plus élevés, la facture d'intérêt du Japon devrait augmenter considérablement. Le FMI prévoit que les paiements doubleront d'ici 2030 et, tenez-vous bien, quadrupleront d'ici 2036. Et cela en supposant un marché ordonné. Mais en réalité, les changements de régime de ce type restent rarement ordonnés. Certains analystes avertissent que le Japon pourrait bientôt être confronté à des choix inédits depuis la crise de stabilisation d'après-guerre, telles que des mesures comme des impôts sur la fortune ou même le gel des dépôts bancaires. D'autres soulignent que des problèmes structurels profonds existent bel et bien. Par exemple, la population du Japon diminue, sa croissance reste atone, et le vieillissement de sa société continue de faire grimper les coûts. Sans réforme budgétaire crédible, la dynamique de la dette ne fera qu'empirer, et il sera intéressant de voir si le Premier ministre Takaichi le reconnaît. Mais les difficultés du Japon ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans une tendance mondiale plus large et bien plus dangereuse. Le monde entre dans une ère où l'endettement élevé et les taux d'intérêt élevés se heurtent. Par exemple, les États-Unis, et j'en parle souvent dans mes vidéos, supportent désormais une dette fédérale équivalente à environ 125% du PIB, avec des paiements d'intérêt qui augmentent plus vite que les dépenses de défense ou sociales. La Chine, autrefois moteur de l'investissement mondial, comme vous le savez très bien, fait désormais face à une dette importante des gouvernements locaux et à une crise immobilière qui progresse lentement. Et si vous regardez l'Union européenne, vous verrez que l'Union monétaire européenne reste grevée d'un ratio dette-PIB de près de 95%. Ce niveau n'a été maintenu qu'au prix d'années de taux artificiellement bas. Ainsi, les principales économies du Japon, des États-Unis, de la Chine et de l'Europe, qui constituent, bien sûr, les piliers du système financier mondial, détiennent désormais la majorité de la dette souveraine mondiale. Et c'est un signal d'alarme majeur dans un environnement comme celui que j'ai décrit dans cette vidéo. Cela importe car les taux d'intérêt ne sont plus proches de zéro. Les banques centrales ont maintenu des taux élevés pour maîtriser l'inflation et les conséquences pourraient être particulièrement brutales. Les gouvernements payent davantage pour le service de la dette existante, ce qui laisse moins de marge pour l'investissement, les dépenses sociales et les programmes de relance économique. Dans les pays en développement, ces pressions sont encore plus fortes. Les Nations unies rapportent que 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays où les gouvernements dépensent désormais plus en paiement d'intérêts qu'en santé ou en éducation. Et cela finira par arriver également aux États-Unis. Ce n'est pas une exagération, ce n'est qu'une question de temps au rythme où nous avançons, avec une dette qui s'envole et des paiements d'intérêts qui dépassent déjà 1 000 milliards de dollars par an. Au total, la dette mondiale a atteint le niveau de 337 milliards de dollars. Et avec l'émission d'obligations souveraines atteignant des niveaux records, les marchés deviennent plus volatiles, plus fragiles et plus interconnectés. Ainsi, un choc dans une grande économie, en particulier le Japon, pourrait se répercuter à travers le monde entier et il toucherait les États-Unis. On peut dire que le Japon dispose encore de certains amortisseurs économiques, tels que des actifs extérieurs, des marchés domestiques profonds et une banque centrale capable d'interventions extraordinaires, mais les fondations s'affaiblissent clairement et nous ne pouvons plus l'ignorer.
L'ère de l'exceptionnalisme financier japonais touche manifestement à sa fin, emportant avec elle l'un des amortisseurs de choc les plus fiables du monde, ainsi que la dépendance des États-Unis envers le Japon pour l'achat de ses bons du Trésor et le financement de ses opérations. En résumé, le monde est entré dans une période où la marge d'erreur se rétrécit, car la crise de la dette mondiale n'est plus une menace lointaine. Elle se déroule en ce moment même, et le Japon pourrait bien être le premier grand test pour savoir si le monde est prêt à affronter ce qui l'attend. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie sincèrement votre présence et le temps que vous m'accordez. Soutenez mon travail, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma page Substack et à mon Patreon. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. J'aimerais aussi vous retrouver sur mes réseaux sociaux. Aimez, abonnez-vous et partagez pour soutenir mon travail. Et on se retrouve ici demain. J'ai hâte de faire une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous.